Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci. Merci d'être venus d'ores et déjà très nombreuses et nombreux à ce bel événement que nous vous avons concocté, les 16e trophées de l'économie numérique, co-organisé par la Mêlée et la CCI de l'Occitanie. 16e édition et première fois ici à Montpellier. Nous avons l'immense plaisir de le faire dans ce magnifique amphithéâtre de Montpellier Business School qui nous fait l'immense plaisir de nous accueillir ce soir. Ils sont une centaine à avoir envoyé un dossier. Ils sont 30 ici, ce matin, dans cet amphithéâtre. 30 un jour à avoir eu une idée. Quelques-uns leur ont dit qu'elle était parfois un peu saugrenue. 30 à avoir bataillé, à avoir donné beaucoup d'énergie, soulevé de nombreuses montagnes, résolu quelques problèmes de ci, de là. Mais 30 en tout cas ce matin, à avoir le cœur extrêmement serré. Car sur les 30, ils ne seront que 10 à repartir avec ce très joli trophée. Bonne saison à vous, en tout cas. Justement, du sport, on va continuer à en parler. Oui, il fallait que je le place. On va continuer à en parler avant de passer au trophée. 600 000 spectateurs, je vous le disais en introduction à Montpellier, en mai, ils ont vibré pour le Festival international des sports extrêmes. C'est bel et bien du FIS dont nous allons parler maintenant, désormais le plus gros rassemblement sportif de sport urbain au monde, une évolution importante évidemment de son modèle économique qui a été initié par la digitalisation et qui a redéfini le rôle des parties prenantes. C'est Joseph Villafliou qui va nous en parler aujourd'hui. Joseph a rejoint l'aventure Hurricane en 2006 lorsque l'entreprise comptait un peu moins d'une dizaine d'employés. Aujourd'hui, le groupe Hurricane, c'est plus de 65 collaborateurs sur 4 continents, 400 événements organisés depuis 1997. Ils exportent leur savoir-faire à l'international, dont notamment les Jeux Olympiques. Diplômé d'une licence en gestion des entreprises du sport et d'un MBA Management, ici même à la Montpellier Business School, Joseph a contribué au développement du modèle économique en passant par de nombreuses branches de l'entreprise. Joseph, je vous laisse la présentation. Bonjour à tous, merci pour l'introduction. Alors c'est toujours très émouvant pour moi d'être ici parce que le FIS est né ici sur ces bancs il y a 23 ans, en 97. À l'initiative d'un étudiant, Hervé André Benoît, avec le soutien à l'époque de Didier Jourdan et de l'école. Et j'y suis moi-même repassé il y a quelques années de cela, lors d'un exécutif MBA aux côtés de Catherine Marlier, que je salue d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, donc c'est toujours, voilà, c'est particulièrement plaisant d'être ici. Aujourd'hui, je vais vous parler du FIS, bon, vous devez peut-être le connaître déjà, mais je vais aussi et surtout vous parler de son modèle économique et de la façon dont nous avons appréhendé au cours des dernières années l'évolution de notre business model. Avant toute chose, vous connaissez le FIS, mais derrière le FIS, il y a une entreprise qui s'appelle Hurricane, qui a été créée en 97, au même moment. Cette entreprise, aujourd'hui, elle compte 65 collaborateurs, ici à Montpellier et à travers le monde. Notre activité principale, c'est d'organiser des événements, dont le FIS de Montpellier, mais on a aussi une tournée internationale qui s'appelle le FIS World Series. On a une tournée nationale en France, le FIS Experience, on organise des événements en marque blanche, une vingtaine par an. On fabrique également toutes les infrastructures, les skateparks de nos événements, mais on équipe aussi des collectivités. On a un savoir-faire technique sur cette production de parcs, et on sera notamment en 2020 des fournisseurs des Jeux Olympiques de Tokyo sur le BMX Freestyle, puisque ces sports, ça y est, font leur rentrée aux Jeux Olympiques. BMX et skateboard à Tokyo l'année prochaine, et Paris a notamment récemment aussi confirmé la présence de ces sports, avec l'intégration même de nouvelles disciplines probablement d'ici 2024, le breakdance et quelques surprises probablement à venir aussi d'ici là. Parmi nos activités, toujours dans cet univers des sports urbains, on a aussi créé une agence de communication créative et qui nous permet d'accompagner nos partenaires publics et privés dans des problématiques stratégiques de communication auprès des millennials. On édite des magazines spécialisés dans ces univers sport urbains et on a aussi des écoles qui s'appellent les FIS Academy où on forme les futurs talents de ces sports-là pour demain. Voilà, donc cette entreprise s'appelle Hurricane et aujourd'hui on est spécialisé sur tout un ensemble de sports urbains.
je vous ai parlé de BMX et de skateboard qui feront leur entrée aux Jeux Olympiques, mais on parle aussi de parcours, de scooter, de roller freestyle, de breakdance. Et pour développer ces sports, on travaille main dans la main avec les fédérations internationales, puisqu'aujourd'hui, on organise en exclusivité pour l'Union cycliste internationale la Coupe du monde de BMX freestyle, idem avec la Fédération internationale de gymnastique, pour laquelle nous avons l'exclusivité sur l'organisation des Coupes du monde de parcours. Pareil pour le roller, et on est en train de signer un partenariat aussi avec la Fédération internationale de danse pour organiser dès 2020 les Coupes du monde de break dance. Voilà. Donc juste avant de démarrer, quelques images de l'événement de Montpellier, mais aussi de la tournée internationale. Largest action sports festival in the world. 16 parks, 30,000 kilometers traveled, 500 athletes. All leads to here. Firing it out, double bar spin. Holy smoke! Absolutely amazing. The energy from the fans is phenomenal. Who could potentially qualify for the 2020 games? When the smoke clears, we are going to have a champion. Voilà, donc quelques images de cette tournée qui est passée au cours des derniers mois, dernières années, par le Japon, la Chine, la Hongrie, le Canada, les États-Unis. Et on continue notre développement. À Montpellier, l'événement aujourd'hui est un événement sportif majeur en France. C'est le 3e rassemblement sportif en termes de spectateurs. Après le Tour de France, c'est le Vendée Globe. On n'a pas, jusqu'ici, on souffrait de cette notoriété puisqu'on est sur des sports qui sont dits non premium, qui sont un petit peu en marge. Mais pour la première fois de l'histoire, en 2020, le BMX et le skateboard feront leur entrée aux Jeux Olympiques et seront donc diffusés sur France Télévisions, donc on a bon espoir que ça évolue. On rassemble plus d'1 million de personnes à l'année sur nos événements, toujours sur un modèle qui est le même, c'est à savoir un modèle gratuit pour le public. Et ça fait 20 ans qu'on organise des événements gratuits pour le public. Ça veut dire qu'on n'a pas de revenus de billetterie, d'accord. Et dans le modèle du sport, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais dans le modèle économique du sport, c'est quelque chose d'assez particulier. Et donc aujourd'hui, 70% de nos recettes sont issues des partenariats. Partenariats avec des collectivités ou partenariats avec des marques privées. Et on a une particularité, c'est qu'on s'adresse essentiellement aux millennials, à des spectateurs qui ont entre 15 et 25 ans et qui composent aujourd'hui 70% de notre audience, que ce soit sur l'événement, mais aussi online. Donc on va parler véritablement de digitalisation du modèle économique. J'aimerais vous donner 3 chiffres à l'heure d'aujourd'hui. Le premier, c'est plus 1000%. Et 1000%, c'est la croissance du nombre de vidéos vues en ligne entre les Jeux Olympiques de Vancouver en 2010 et ceux de Pyeongchang en 2018. Voilà. Donc plus 1000% qui sont les vidéos vues, les vidéos publiées par l'organisation, le CIO et ses partenaires. Et pendant ce même laps de temps, NBC aux États-Unis, qui est le premier broadcaster des Jeux Olympiques, a vu son audience baisser de 30% à la télévision. Et plus récemment, ça c'est une information qui remonte à il y a quelques semaines, le COJO, le comité olympique des Jeux de Tokyo, a annoncé que les spectateurs n'auraient pas le droit, à Tokyo l'année prochaine, de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux pendant l'événement. Alors, ça paraît complètement aberrant, et je pense personnellement que ce n'est pas possible, mais ça prouve en tout cas à quel point cette digitalisation, elle impacte aujourd'hui le modèle des organisateurs d'événements, et même au plus haut niveau, et même au niveau des Jeux. Dans un contexte où les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place et l'usage du mobile est omniprésent. Alors, juste pour revenir un petit peu sur les fondamentaux, aujourd'hui, le modèle du sport-spectacle, le modèle du sport événementiel, se compose essentiellement de 4 sources de revenus. La billetterie, les droits médias, ou plus communément appelés les droits TV,
bien que ce terme évolue, et vous allez le voir aujourd'hui. Les partenariats, ou aussi on peut appeler ça les droits marketing, et les produits et services dérivés, le merchandising, le licensing. L'organisateur, le détenteur des droits, sur la base de ses revenus, va mettre en place et déployer une stratégie marketing pour atteindre des parties prenantes. D'accord ? Ces fameuses cibles, si on veut vendre des billets, on met en place une stratégie différente de celle qui consiste à vendre des droits médias ou marketing. Et donc là, aujourd'hui, la notion de partie prenante, on voit qu'elle est essentielle dans le modèle économique, puisque ce modèle économique, il doit être assez flexible, il doit s'adapter à chacune des parties prenantes. Avec certains cas particuliers, typiquement à Montpellier, au FISE, nos consommateurs, les spectateurs qui consomment le FISE, ne sont pas nos clients directs. Voilà. On vend l'événement à des marques et avec des consommateurs finaux qui ne sont pas. Donc ça complexifie ce modèle économique avec un ensemble de parties prenantes à organiser. Et ces parties prenantes, dans toute stratégie marketing aujourd'hui, à l'heure de la digitalisation, il est essentiel de les identifier, de bien les considérer, parce que certaines d'entre elles, et je pense notamment au rôle des athlètes, sont en train de prendre un poids tout autre. Les athlètes, avec les réseaux sociaux, sont de plus en plus influents et viennent même perturber le modèle classique des organisateurs d'événements. Donc, je vais commencer par vous lister quelques cas finalement qu'on a vécu nous au FISE, en prenant des exemples assez généralistes d'organisateurs d'événements. Et le premier, j'aimerais vous parler du rôle des médias, parce qu'on parle beaucoup de réseaux sociaux, et c'est une analyse un petit peu de mon explication, de ce qui s'est passé au cours de ces 10 dernières années. Basiquement, les détenteurs de droits, les organisateurs d'événements, distribuer leurs images à des télés, à des broadcasters, avec deux objectifs. L'objectif de générer des revenus, et l'objectif de générer de la crédibilité, de l'audience, pour valoriser les droits marketing, les partenariats. C'était finalement assez simple, et c'est encore le cas aujourd'hui de certains sports premium. Puis la technologie, dans les années 2010, a permis à ces mêmes organisateurs d'événements de créer leur propre plateforme de diffusion. Et je me rappelle, en 2010, on lançait par exemple notre première plateforme, FISE.tv, où on diffusait nos événements gratuitement en live. Et pour la première fois, finalement, on avait cette possibilité d'aller atteindre une audience directement. Ce n'était pas forcément le cas jusqu'ici. Aujourd'hui, ça nous paraît évident. Il y a 10 ans de ça, ça ne l'était pas. Et puis, les réseaux sociaux ont pris de plus en plus de place. Il a fallu les intégrer dans notre stratégie marketing, intégrer de la visibilité pour nos partenaires. Et tout ça, ça a déstabilisé finalement le modèle classique des télés traditionnelles. Et puis, les athlètes ont eux-mêmes commencé à utiliser ces réseaux sociaux et ils sont finalement devenus des médias eux-mêmes. Et aujourd'hui, on a plus de 3000 athlètes qui viennent sur nos événements chaque année, mais ils sont probablement 100 fois plus puissants que nous sur les réseaux sociaux, cumulent des centaines de millions de followers. Et donc, forcément, ça perturbe aujourd'hui notre modèle classique de partenariat, puisqu'il faut prendre en compte ces nouveaux acteurs. Dans un contexte où cette audience utilise de plus en plus le mobile. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, nous, sur les contenus qui sont produits sur nos médias propres FISE, sites internet, réseaux sociaux, plus de 85% de ces contenus sont consommés sur le mobile. Plus de 85% des gens qui viennent chercher l'information chez nous le font via le mobile. Voilà. Et puis, petit à petit, la technologie a également fait évoluer les choses, puisqu'elle permet, en plus de ça, à ces organisateurs d'événements de créer des expériences différentes. Voilà, donc vraiment, je voulais vous mettre en avant ce modèle, puisqu'il y a une rupture complète aujourd'hui du modèle classique des organisateurs d'événements, et avec une complexité, c'est que du coup, toutes ces nouvelles possibilités, toutes ces nouvelles entrées, il y a un risque, il y a une menace aujourd'hui pour les organisateurs d'événements qui est ces risques d'embouche marketing, d'accord, cette capacité pour des partenaires non partenaires de l'événement officiel de raconter des histoires en parallèle de l'événement, de sponsoriser des athlètes sans en être officiellement partenaires. Alors il y a des organisations très puissantes comme les Jeux Olympiques qui ont réussi, via des règles et des règlements très stricts, à empêcher les athlètes, par exemple, de publier quoi que ce soit et de s'affilier à quelconque marque pendant la durée des Jeux.
Mais aujourd'hui, c'est pas le cas de l'ensemble des organisations. Et nous, si aujourd'hui on s'amusait à faire ça, on n'aurait plus aucun athlète qui viendrait sur nos événements. Donc ça nous a poussé à repenser notre modèle économique de partenariat. Avec quelque chose qui est central dans tout ça, c'est le contenu. Parce que finalement, toutes ces parties prenantes, il y a quelque chose qui les rassemble, c'est le storytelling et c'est les contenus qu'on peut produire ensemble. Et donc, là où il y a quelques années de ça, on vendait la simple visibilité sur l'événement, on s'est mis à raconter des histoires, à utiliser la vidéo et les réseaux sociaux, et à finalement être proactif dans le modèle, en impliquant chacune de ces parties prenantes, en impliquant les fédérations, en impliquant les athlètes, en impliquant les partenaires, pour raconter des histoires. Et la recette, aujourd'hui, pour nous, elle est très simple. C'est que d'abord, il faut que ces histoires, elles soient concrètes, elles soient honnêtes, c'est ce qu'on appelle la congruence. C'est le fait qu'il y ait une histoire vraie à raconter entre le partenaire et son événement. Ensuite, c'est la capacité à créer un vrai storytelling et générer des émotions. Et j'aimerais vous montrer une petite vidéo qui est une vidéo qu'on a créée avec notre partenaire, un de nos partenaires principaux, qui est la marque de téléphone chinoise Honor, filiale du groupe Huawei, qui est sponsor de tous nos événements à l'année. Mais au-delà, puisqu'aujourd'hui, en plus d'être sponsor des événements, on crée avec eux des contenus en dehors des événements. Et regardez cette petite vidéo. More than a sport, it's a feeling, a state of mind. Riding isn't a leisure, it's a necessity. Extreme sports are for the brave, the thrill of the race, the chills of the jump, the love of freedom. From kids ramp riding outside their house to world champions, we transformed our passion. We've become stronger, more creative, more disciplined. We pushed our boundaries further than ever before. We turned the street kids into athletes. But we didn't do it alone. While we raced, jumped, and created new tricks, the technological revolution shone a light on our dreams. Social networks and camera phones allowed us to build fan bases and share our talent with the world. And as we created bigger and better goals for ourselves, Vice created a platform to help us achieve these goals. But when we rode on the park of our first World Cup, as we touched that dream, we knew this was just the beginning. We knew we could dream bigger. So, we got more focused, more competitive. We embodied excellence. We lived friendship. We applied respect. We will, for the first time in history, ride on the Olympic Park in Tokyo for the 2020 Olympics. Perseverance, pride, passion, dream, honor. Au travers de ce type de contenu, on raconte des histoires où on implique des athlètes, ces gamins qui s'entraînent avec pour objectif de participer à leurs premiers Jeux Olympiques à Tokyo. On implique un partenaire privé, on implique aussi les fédérations qui s'associent aujourd'hui à nous pour intégrer ces disciplines. Donc c'est une des façons dont on a réussi à faire évoluer nos packs de partenariat. Aujourd'hui, quand on vend un partenaire un pack de sponsoring, on inclut aussi ce type d'histoire quasi systématiquement. J'aimerais vous parler de réseaux sociaux. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, mais juste mettre l'accent sur quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'aujourd'hui, la technologie, elle nous permet de mesurer le retour sur investissement de ce qu'on fait sur le digital. Et ce n'était pas forcément le cas jusqu'ici, et je dirais que c'est juste d'ailleurs les débuts de ça. La complexité aujourd'hui, c'était d'être capable, pour nos partenaires et pour nous, de comparer les investissements et les retombées qu'on pouvait faire sur des médias traditionnels avec ce qu'on pouvait faire sur le digital. Et c'est vrai que le digital, jusqu'ici, ça a toujours été très dur à valoriser et encore plus à mettre en face d'une campagne de médias traditionnels. Et la technologie, elle nous permet maintenant d'évoluer là-dessus. Et un petit exemple très court de ce qu'on fait aujourd'hui. Cette technologie, elle est capable d'aller scanner sur les réseaux sociaux la présence et la visibilité de partenaires, de cumuler sur l'ensemble des contenus postés un temps de prise de parole, un pourcentage d'utilisation de l'écran et potentiellement une valeur média. Et donc une valeur média qu'on peut aujourd'hui aussi comparer avec des valorisations médias plus traditionnelles fournies par ces grandes agences telles que Nielsen qui vont mesurer la media value des événements.
Donc la technologie, elle nous permet aujourd'hui d'aller plus loin dans la comparaison des retours sur investissement de ce qu'on fait sur le digital. Ensuite, j'aimerais vous parler de data. Et on parle beaucoup de data aujourd'hui dans le sport. Jusqu'ici, on pensait que les data étaient réservées, et la gestion des data était réservée aux grands clubs de football pour faire des campagnes CRM sur la vente de billetterie, mais pas forcément. Et typiquement, au FIS, depuis maintenant 2 ans, on impose le téléchargement d'un e-ticket, gratuit toujours. On n'a pas changé le modèle de l'événement, mais on demande aux fans de s'inscrire. Et ça, pour différentes raisons, j'aimerais évoquer aujourd'hui. Tout d'abord, de manière évidente, pour mieux connaître nos fans, on leur pose des questions assez simples sur leurs intérêts, leurs sports préférés, la façon dont ils sont venus sur l'événement, savoir s'ils ont consommé de l'hébergement ou pas. Ça nous permet de délivrer des campagnes aux bonnes personnes et du coup, en fonction des intérêts identifiés, de communiquer de manière directe avec l'ensemble des spectateurs. Ça nous permet évidemment de créer des meilleurs reportings et d'identifier des tendances de marché sur les années suivantes. Après chaque événement, on fait une enquête CRM auprès d'un échantillon de spectateurs et on ajuste d'événement en événement. Ça nous permet évidemment de développer médiatiquement l'organisation, puisqu'au travers de cette base de données, c'est finalement un média qu'on a créé, c'est notre propre média qu'on a créé, et notre propre canal de communication directe avec les fans. Ça nous permet d'augmenter nos revenus dérivés, d'accord, et de pousser et d'amener du trafic vers nos boutiques de vente en ligne, par exemple, le merchandising. Et ça nous permettrait, éventuellement demain, mais c'est quelque chose aujourd'hui qu'on se refuse à faire, d'exploiter commercialement ces données, puisque vous imaginez qu'avec 600 000 personnes chaque année à Montpellier et 1 million de personnes à l'année, nos bases de données commencent à être conséquentes. Pour autant, jusqu'ici, on a toujours réussi à trouver des modèles économiques qui nous permettaient de ne pas utiliser ces données à des fins commerciales. Mais en tout cas, d'autres organisateurs le font et c'est important de l'avoir en tête. Donc la gestion de la data, elle est, à mon sens, aujourd'hui essentielle pour tout organisateur d'événements. Et enfin, j'aimerais vous parler de juridique, puisque ce bouleversement, il a donc, comme je vous le disais, un impact sur le modèle classique de ces organisateurs d'événements. Jusqu'ici, les 2 principales sources de revenus qui étaient les droits médias et les droits marketing s'adressaient d'une part aux diffuseurs pour les droits médias, aux broadcasters. Les droits marketing, les sponsors venaient chercher de la visibilité, de l'affiliation, de l'image de marque. Et le contenu, comme je vous en parlais, le contenu était le support et l'outil qui permettait aux organisateurs d'événements d'aller générer des droits médias. Mais ce contenu, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, il n'est plus envié que par les télévisions. Ce contenu, finalement, aujourd'hui, tout le monde le veut, tout le monde le produit, et il est petit à petit même en train de basculer vers les partenaires et vers les droits marketing. Et ça a donc un impact assez important sur cette classification qu'on avait assez simple jusqu'ici, droits médias, droits marketing. Et il y a une redéfinition à l'heure actuelle juridique du contexte, parce que le fait que ces contenus soient digitaux, qu'il n'y ait pas de limite temporaire, quand je publie quelque chose sur Internet, il peut rester longtemps, qu'il y ait des limites géographiques qui soient difficiles des fois à cerner, même si on peut aujourd'hui sur les réseaux sociaux géobloquer. Généralement, quand on publie quelque chose, c'est publié de manière globale. Donc, cette digitalisation, elle est, même au point de vue juridique, en train d'impacter le business model de ces ayants droit. Enfin, pour terminer, j'aimerais vous montrer un petit cas appliqué, ce qu'on fait finalement au FIS et notre modèle. Comme je vous le disais, les spectateurs viennent chercher un e-ticket, ils s'inscrivent gratuitement. Ils peuvent tester des animations, sauf que le FIS, ce n'est pas que de la digitalisation, je vous ai parlé de ça essentiellement aujourd'hui. Mais évidemment, plus que jamais, on propose des expériences. Il y a l'exemple d'un back jump où les athlètes, le public peuvent s'élancer dans un grand airbag aux couleurs d'un partenaire. Mais on peut aussi, et on le fait avec des partenaires, pousser ces spectateurs vers des expériences virtuelles, ici en réalité virtuelle, où on essaye d'éduquer finalement cette audience à la compréhension de ces nouveaux sports. Et là, on avait mis en place notamment une découverte en réel du parc de BMX. Évidemment, les spectateurs peuvent assister aux plus belles compétitions, mais encore une fois, le FIS n'est pas qu'une compétition sportive, c'est un réel festival.
Ils peuvent utiliser leur mobile pour voter pour les meilleurs riders. Une autre activation digitale qu'on a développée avec un partenaire où les spectateurs en temps réel votent pour leur rider favori de la journée. Les résultats apparaissent en temps réel sur les réseaux sociaux, sur les écrans géants de l'événement. On passe vraiment en permanence du réel au virtuel. C'est ça aujourd'hui qui fonctionne. Je crois que c'est important d'arriver à mixer à chaque fois des expériences du réel au virtuel. Les spectateurs peuvent rencontrer leurs fans, leurs héros, il y a des séances dédicaces, et puis partager leur histoire ensuite sur les réseaux sociaux. Évidemment, consommer, à boire et à manger. Et donc on est bien au-delà du spectacle sportif. Je crois qu'aujourd'hui le FIS c'est vraiment une expérience sociale. Voilà donc pour conclure mon analyse de cette transformation économique du modèle des organisateurs, c'est qu'on est finalement passé au cours des dernières années d'un modèle de partenariat un peu statique où je venais acheter la visibilité, la présence de ma marque sur un simple événement en espérant ensuite que les spectateurs puissent la voir et en espérant générer des retombées médiatiques, à un modèle de partenariat dynamique qui implique l'ensemble des parties prenantes. Et ça, c'est essentiel, et elles sont nombreuses, comme je vous le disais au début, et je crois que la réussite demain de ce nouveau modèle des organisateurs d'événements passera par leur capacité à faire évoluer ce réseau interagissant de partenaires. Merci. Joseph Guitry, merci infiniment. Merci pour ce bel exposé, effectivement, à l'heure où de très nombreux clubs à travers le monde se posent justement ces questions. C'était la 16e édition de ces trophées de l'économie numérique. Je vais demander à tous les lauréats, les parrains, de bien vouloir venir nous rejoindre sur cette scène pour une photo finish. Merci aux membres du jury pour chaque catégorie, évidemment. Merci aux partenaires, MBS pour son accueil et le parrainage du trophée de transition numérique et performance. La région Occitanie, Montpellier, Méditerranée, Métropole, Toulouse, Métropole, SFR, Météo France et son incubateur Green French Tech, El Capital, Nubo, ASICS, Kélian Genji, qui nous fait l'immense plaisir d'être avec nous ici. Je sais que t'aimes bien. Hurricane et Joseph Villaflou qui nous a fait ce bel exposé avec sa keynote. Oui, et sa directrice Sylvie Malézieux pour cette très belle récompense. Et puis Plush pour cette captation. Nous sommes ici dans votre écran en live. Vous pourrez retrouver tout ceci évidemment sur votre ordinateur. C'est le principe de Plush qui fait partie également de l'économie numérique. Les prochains rendez-vous ici à MBS pour le Jobstick, le forum de l'emploi et de la formation dans les métiers du numérique, ce sera le 16 octobre. Si vous êtes à la recherche des talents dans ce secteur, c'est le rendez-vous incontournable. La mêlée numérique à Toulouse, 30 septembre, 7 octobre. Ce soir, le closing de la mêlée. Je ferme mon ordinateur. C'est fini. On se retrouve après pour un apéritif déjeunatoire.